Piou! Ok, ben non. Je m'étais pas lavé les pieds. Mais c'est pas grave. Deuxième capsule de notre série sur les dynamiques relationnelles. Aujourd'hui, on va explorer la structure borderline. Fait qu'est-ce que c'est ça, cette structure-là? Puis comment est-ce que ça affecte nos relations, en fait? Donc, comme j'ai mentionné dans la première capsule, c'est un stade de développement de l'enfance, donc de 0 à 2 ans. Tout le monde passe à travers ce stade-là. C'est donc dire qu'on a toute une structure borderline. En fait, c'est le premier pilier sur lequel s'édifie notre psyché. Euh, Lorsque ça devient plus problématique, c'est quand quelqu'un a une profonde blessure d'abandon qui s'inscrit dans cette structure-là. Puis là, ça va faire en sorte qu'on va avoir des traits et tendances plus ou moins euh, intenses qui s'inscrivent dans cette structure-là. Fait je dirais que la majorité d'entre nous sur le spectre, on va se retrouver entre 3 et 7. 3 étant vraiment pas très intense. Puis 7, ça commence à être problématique en fait. 8, là, on flirte avec le trouble. Puis c'est intéressant parce qu'en français, on parle de trouble de personnalité limite. Donc, moi, j'aime mieux utiliser le terme borderline parce que je pense que ça englobe les gens qui ont cette structure-là sans nécessairement avoir de trouble. Puis là, à 9 sur 10, on est dans le trouble. Puis à 10 sur 10, c'est vraiment évident quelqu'un, en fait, qui est pris dans cette structure-là. Puis que, en fait, que le trouble fait en sorte que l'autre a perdu accès à la réalité. Puis c'est ce qui arrive lorsque la blessure d'abandon est activée. Puis que la structure vient comme nous protéger. Mais ça crée un voile. Puis je pense que c'est vraiment important d'être capable de reconnaître ce voile-là pour voir à travers, puis apprendre à se gérer et aussi comment soutenir quelqu'un qui souffre d'une profonde blessure d'abandon. Fait que l'idée, en fait, de cette capsule, c'était vraiment d'allumer la lumière pour qu'on puisse éclairer justement les zones d'ombre qui, euh, qui touchent à la thématique de l'abandon. Fait que, on va se référer à notre petite carte ici. Le schéma d'abandon, en fait, est lié aussi à la honte et l'imperfection. Puis ça l'entraîne un split qui est la good girl versus bad girl. J'utilise le féminin parce que, comme on a dit dans la première capsule, euh, c'est typiquement plus les femmes qui vont avoir une structure borderline prédominante. On parle d'à peu près 75% contre 25% pour les hommes. Donc, ce split-là va entraîner un ensemble de traits et caractéristiques. Dans le DSM, on parle de 9 traits. Moi, j'ai réduit ça à 3 que je trouvais qui englobaient vraiment comme l'ensemble de, de, des problématiques générées par le split. Quand je parle de split, on pourrait aussi utiliser le terme arrêt de développement. Parce que c'est vraiment ce avec quoi on deal en fait. C'est une petite fille ou un petit gars de 2 ans qui vit dans la terreur de l'abandon. Fait que ça, c'est quand on parle de quelqu'un qui est borderline, c'est qu'il y a une partie de lui qui a été figée dans le temps, puis qui est coincée là, puis qui n'arrive pas à maturer en fait. Donc, lorsque cette blessure-là, elle est déclenchée, on deal avec un enfant. C'est pas facile lorsque c'est à l'intérieur de nous et c'est pas plus facile lorsqu'on est en relation avec quelqu'un qui se met à avoir des crises et des comportements qui sont celui d'un enfant désespéré. Donc, la good girl, c'est celle qui veut faire plaisir, c'est celle qui va charmer, qui va essayer de se mouler à l'autre, de deviner
qu'on attend d'elle. La good girl, elle engage dans la codépendance. Ça, c'est inévitable. Donc, presque tous les gens qui ont une forte structure borderline, ils sont aussi codépendants. Pourquoi? Parce qu'ils vivent énormément d'instabilité. Qu'elle soit extériorisée, cette instabilité-là, ou qu'elle soit intériorisée. À l'intérieur d'eux, il y a beaucoup d'anxiété. Puis, il y a aussi une forte impulsivité. On va le voir ici. Qui est liée au sentiment de vide. C'est ça comment je pourrais le décrire, c'est que la petite fille, elle a tellement peur d'être abandonnée par son papa, mettons. Ça pourrait être sa mère aussi, là. Qu'elle va tout faire pour s'accrocher à lui, puis pour que papa, il l'aime. Mais ça va faire en sorte qu'elle va refouler tout ce qui est bad en elle. OK? Fait que tout ce qu'elle perçoit comme étant à risque de lui causer de l'abandon. Puis toutes ces parties-là qui sont refoulées, qui sont exilées, ben elles s'accumulent dans l'ombre. Puis ça crée justement une forte impulsivité, une forte réactivité émotionnelle dès que la personne perçoit ou anticipe une forme d'abandon. C'est pas évident à naviguer parce que jusqu'à ce que la personne réalise le trouble qui l'habite, c'est tout dans l'ombre, c'est tout dans l'inconscient. Puis, la personne va être motivée, on va même utiliser l'enfant désespéré, l'enfant qui souffre de la terreur de l'abandon, va désespérément chercher un pilier de régulation à l'extérieur de lui, puis pour remplir son vide identitaire, puis aussi le réguler, le rassurer. Fait que c'est un peu typique de voir, mettons, des gens qui sont pas capables d'être tout seuls, qui vont faire du monkey branching. Fait que ça, c'est vraiment une tendance qu'on observe chez les gens qui ont une forte structure borderline, c'est l'incapacité à rester seul. Il faut à tout prix remplir ce vide-là, fait que passer d'une branche à l'autre. Puis ça peut être plus ou moins prononcé et problématique. Dans tous les cas, c'est intéressant de comprendre les mécanismes qui sont en jeu. C'est-à-dire que la personne qui se retrouve à être en relation, qui devient le pilier de régulation pour l'autre, il va être idéalisé au début. Donc, on va projeter sur lui l'image du bon parent ou du parent idéal jusqu'à ce qu'inévitablement, il échoue à réguler. Puis que là, cette blessure-là soit activée. Et que pour se protéger, la psyché va activer des projections, puis là, on va tomber dans la dévalorisation. Ça, c'est vraiment une façon de reconnaître quelqu'un qui est pris dans cette structure-là, c'est que très tôt dans la relation, la personne va idéaliser l'autre. Fait que t'es le meilleur gars au monde, wow, t'es donc bien beau, t'es donc bien fin, puis le partenaire qui reçoit ça, il se sent vraiment aimé, il se sent vraiment vu, il se sent comme wow, c'est vraiment la femme de ma vie, ok? L'enjeu avec ça, c'est qu'elle te voit pas vraiment, elle t'idéalise. T'es l'écran de ses projections. Ça fait mal à entendre, ça fait mal, mais c'est sobre, ok? Puis c'est un peu un signal d'alarme.
Fait que si tu t'engages dans une relation avec quelqu'un, puis cette personne a tendance à t'idéaliser, puis qu'elle est portée à vouloir aller très vite dans l'intimité, dans la sexualité, et qu'il y a comme cette texture-là de fusion. OK? Fait qu'on va vraiment fusionner, puis là, ça va être intense, ça va être profond. C'est aussi l'expression love bombing. Fait que la personne, elle va comme t'envoyer plein de messages, puis te faire sentir full important, puis c'est comme, il y a, c'est la stratégie inconsciente pour prendre possession de toi, pour vraiment aller s'agripper à son pilier, pour que l'enfant, la partie enfant désespérée, ait un moment de ah, ok, je peux souffler. Papa est là ou maman est là, puis là maintenant, je vais pas être abandonné. Puis, je te dirais, l'enjeu avec ça, c'est que dans la phase d'idéalisation, la personne borderline, elle n'est pas elle-même. Elle, inconsciemment, cherche à être la personne qu'elle s'imagine que tu veux qu'elle soit. Fait que c'est là que elle va adopter les stratégies du codépendant. Donc, elle va sacrifier son authenticité. Elle aura beaucoup de difficultés à mettre des limites de peur de te décevoir. Elle va se surresponsabiliser, fait que parfois jouer à la sauveuse, elle va t'inonder d'amour, elle va voir ton enfant blessé, puis vouloir en prendre soin, puis il y a comme quelque chose de... C'est tellement beau. It's almost too good to be true. Fait que ça, c'est vraiment la phase d'idéalisation. Inévitablement, le compromis, le sacrifice que la personne fait, finit par la rattraper. Donc, c'est là où est-ce que tout ce qui était refoulé, la colère qui était réprimée, puis toutes les ombres, en fait, que la personne essayait d'enfouir pour se présenter à toi sur son meilleur jour, pour être sûr que tu l'aimes, que tu l'abandonnes pas, finissent par ressurgir. Puis, c'est là qu'il y a comme le flip. Puis, sur le coup, ce flip-là, ça peut être vraiment surprenant, puis ça fait mal. C'est comme si ça vient comme briser l'illusion de la relation idéale. Puis parfois même, la personne, elle va simplement t'abandonner. Fait qu'elle va passer d'une branche à l'autre, puis là, tu n'auras jamais vu ça venir. Il n'y aura pas nécessairement de communication. C'est ce qu'on appelle être discarté. Fait que t'as échoué à ta fonction de la réguler. Donc là, on va juste te jeter. Peut-être, et peut-être revenir. Mais là, c'est le cycle qui commence du push and pull. Fait que j'ai désespérément besoin de toi, s'il vous plaît, ne m'abandonne pas. On fusionne. Là, à un moment donné, on est proche, on commence à vivre la sécurité. La partie évitante s'active, c'est too much. Fait que là, on rejette l'autre. On a besoin d'air, on a besoin de liberté. Ah non, moi, je peux pas m'engager. Jusqu'à ce que là, il y a de l'espace qui se crée. Puis là, ah non, oh non, s'il te plaît. Puis ça se passe pas nécessairement de façon consciente. C'est ça l'enjeu. Mais si tu observes ces cycles-là en toi, que tu te reconnais là-dedans, ben, c'est probablement parce que tu as une structure borderline prédominante. Ou que si c'est ta copine ou ton copain qui agit de cette façon-là, on deal avec quelque chose de costaud quand même. C'est profond, mais ça se traite. Puis, comment est-ce qu'on fait pour le traiter? D'abord, c'est d'en prendre conscience. Puis d'amener notre attention à toutes les
formes d'abandon qu'on peut ressentir ou percevoir. Puis d'apprendre à voir comment il y a quelque chose qui vient twister nos perceptions, puis qui nous maintient dans cette anxiété-là, on parlait de terreur. L'enfant, il vit de la terreur, de l'abandon, tu sais. Fait que même si on est adulte, il y a comme cette partie enfant-là dans nous qui tremble, là, qui vit vraiment beaucoup d'insécurité, puis qui souffre d'attachement désorganisé. Puis, ouais, c'est tout un défi. C'est tout un défi d'arriver à apprivoiser l'intensité des émotions lorsqu'on souffre de cette problématique-là. Mais c'est possible. La première chose, je pense qu'il faut faire, c'est d'être capable de comprendre comment ça fonctionne, ces mécanismes-là, puis de se désidentifier. Donc, de prendre du recul et de développer le réflexe de voir à travers nos projections. Fait que lorsque notre partenaire il échoue à nous réguler, c'est-à-dire peut-être même qu'il nous déçoit ou il n'est pas capable de tenir un engagement ou que lui il nous dit non, puis là que on vit de la frustration, mais qu'en dessous de ça, il y a l'abandon qui pousse, puis que là, on aurait le goût de le dévaluer puis de projeter sur lui le méchant parent. C'est de faire comme « Hey, stop! Je me vois faire en ce moment. » Fait qu'au lieu d'aller projeter sur l'autre ma colère, ma peur, mon anxiété, je vais retourner ça vers moi, puis je vais apprendre à développer un pilier d'autorégulation interne. Donc, c'est vraiment là qu'on commence à s'en sortir. C'est quand la personne développe le réflexe de se réguler. Puis, dernier petit truc qui est comme paradoxal, c'est que cette structure-là va se révéler seulement dans l'intimité. Les borderline, ils réservent ce traitement-là seulement à leur personne préférée, avec leur chum ou leur blonde. Pour les autres, ils vont avoir de l'air tout à fait normal ou, tu sais, comme il y a peut-être un petit quelque chose, il y a comme une petite instabilité ou il y a peut-être quelque chose qui vibre en dedans, mais on va pas recevoir les projections. C'est vraiment réservé à la personne préférée. C'est peut-être pour ça que c'est moins connu que le narcissisme. Parce que c'est vraiment plus dans l'intimité que ça se révèle. OK? On va terminer la capsule en allant voir les 4 types de borderline, parce qu'il y a plusieurs expressions à cette structure-là qui sont associées au mode, en fait. Les différents modes. Fait qu'on parle de la borderline ou du borderline découragé. En anglais, on dit silent borderline. Fait que ça, c'est l'enfant abandonné, l'enfant anxieux. Fait que c'est vraiment une victime. C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'être rassuré beaucoup, beaucoup. Puis, il n'est pas très agressif, ce mode-là. Au contraire, c'est vraiment une victime. Il a besoin qu'on prenne soin de lui, l'enfant. Le type impulsif, ça va être plus extériorisé. Fait que ça va être des grands highs, des grands lows. Quelqu'un qui va briller fort, qui va être hyper charismatique, charmant, quasiment capable d'envoûter les autres, mais qui après est instable, qui a de la difficulté à maintenir son engagement dans les relations, qui va à gauche, à droite, qui n'est pas capable de tenir une job. Donc, c'est beaucoup lié à l'instabilité. Acariâtre, ça c'est en anglais ils disent petulant, c'est mauvaise humeur. Fait que c'est la chiante, là. C'est qui va prendre les autres à défaut. C'est un mix entre l'enfant colérique puis le parent punitif. Fait que c'est quand
on est en colère, on va chercher à punir les autres. Puis, puis ça, c'est souvent lié à la dévalorisation. Ça l'embarque quand on est déçu ou quand on s'est senti abandonné ou trahi. T'sais. Puis il y en a qui, ce type-là est comme le mode qui est prédominant, mais c'est pas tout le temps ça. On va embrayer, c'est ce qu'ils disent, on embraye d'un type à l'autre. Puis le dernier, c'est le mode autodestructeur. Puis celui-là, c'est le parent punitif, mais retourné contre soi. Celui-là, il est dangereux, il est problématique. C'est pour ça qu'on dit que il y a une statistique qui disait que les gens qui ont un trouble de personnalité borderline, ils ont tendance à se suicider 50 fois plus que le reste de la population. Donc, quand ce mode-là est activé, ça peut être très problématique. Puis souvent, c'est là que les gens ont besoin de thérapie parce que sinon, ils s'en sortiront pas. Il y en a un autre mode qui n'est pas écrit là, mais qui est vraiment important. C'est le protecteur détaché. Puis c'est peut-être le plus difficile à cerner parce que ce mode-là, il embarque dans la phase d'idéalisation. OK? Fait que c'est vraiment le réflexe de se dissocier de soi pour adopter la personnalité qu'on croit qui va être aimée. Fait qu'on n'est plus en contact avec nos propres besoins, avec notre authenticité, mais on vit à partir d'une espèce de double qui est le protecteur détaché, puis on n'a pas non plus vraiment accès à notre vulnérabilité. Fait que ça, c'est comme le masque le plus subtil et le plus pernicieux parce que il va pas se révéler, en fait, on va pas voir le vrai visage de l'autre avant d'avoir été beaucoup plus loin dans la relation. Fait que, pour finir, je dirais que, ouais, les 3 signes qui nous permettent de reconnaître la structure borderline lorsqu'on commence à s'engager dans l'intimité avec quelqu'un, c'est premièrement l'idéalisation. Fait que si l'autre personne a tendance à t'idéaliser, qu'elle fait une fixation sur toi, puis qu'elle voit à quel point t'es beau, puis c'est lié à la fusion aussi, au désir de passer beaucoup, beaucoup de temps ensemble, puis c'est comme la personne est tellement disponible, tu te demandes, elle a-tu une vie? T'sais? Deuxième, c'est la rapidité avec laquelle la personne va s'ouvrir puis va vouloir plonger dans l'intimité avec toi. Donc ça aussi, c'est un autre flag. Puis je dirais le troisième truc, c'est lié à la capacité à être seul. Puis l'espace entre les relations. Quelqu'un qui est borderline va avoir vraiment de la difficulté à rester seul, puis va souvent faire du monkey branching, passer d'une relation à l'autre sans vraiment processer le deuil, sans vraiment intégrer. Fait que ça aussi, c'est un signe qui est assez révélateur. Donc, j'espère qu'avec ça, on a une meilleure compréhension de la structure borderline, puis de comment ça s'exprime en relation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fera plaisir de vous répondre dans une autre capsule. Voilà, donc merci beaucoup.